Au milieu des sables du Sahara est née l'Égypte éternelle des pharaons. Constructeurs de temples et de pyramides, inventeurs des hiéroglyphes, les Égyptiens de l'Antiquité ont assis leur puissance en naviguant sur le Nil. Traversant le pays du nord au sud, le fleuve, au célèbre cru, était la principale voie d'échange du royaume. Pour les marchandises, les hommes et aussi les dieux, portés en procession sur des barques sacrées lors des fêtes religieuses. Mais si l'on a retrouvé des vestiges de bateaux du Nil, il n'existe à ce jour aucun témoignage qui prouve que les Égyptiens naviguaient sur la mer. Ou peut-être un seul. À Luxor, dans le temple de Der el-Bahri, un bas-relief raconte qu'une flotte de 5 navires, affrétés par le pharaon Hatshepsut, atteignit le lointain et mythique pays de Punt, d'où elle rapporta les plus extraordinaires richesses. Depuis la découverte de ce bas-relief, les archéologues n'ont cessé de s'interroger. Ce voyage a-t-il réellement existé? Et pour quelle raison le pharaon Hatshepsut aurait-il commandé cette expédition? Hatshepsut fut une héroïne bien mystérieuse. Elle fut la première femme à régner sur l'Égypte, 1500 ans avant notre ère, bien avant Néfertiti ou Cléopâtre, et gouverna pendant plus de 20 ans d'un règne paisible et prospère. Mais après sa mort, de façon inexpliquée, elle fut l'objet d'une persécution acharnée. Les bas-reliefs et statues à son effigie furent détruits dans tous les temples. Elle disparut à jamais de l'histoire officielle, emportant avec elle l'énigme de ce voyage en bateau vers le Punt. L'enquête des 2 chercheurs se poursuit au musée du Caire, où des maquettes de bateaux apportent des indications sur la forme des coques et sur les premières voiles antiques. So these are Middle Kingdom models from the very beginning of the Middle Kingdom, around 2100 BC. So they're earlier by about 500 years. Au rez-de-chaussée du musée, un bateau de pêcheurs trouvé à Dachour, au sud du Caire, va leur apporter des informations essentielles. Sa forme et ses proportions sont caractéristiques de celles des bateaux d'Hatshepsut. Les chercheurs vont pouvoir déterminer par déduction la largeur de leur navire, presque 5 mètres. Petit à petit, la collecte d'indices se complète. Des centaines de mesures à trier, analyser, intégrer, avant qu'un premier plan ne s'esquisse. Pour dessiner leur navire, Cher et les Tom ont choisi de faire appel à Patrick Couser, un concepteur de logiciels de design nautique. Il devra évaluer la stabilité du bateau.
On doit tenir compte de facteurs très variés et de pas mal d'inconnus. Par exemple, il faut faire une estimation détaillée du poids que fera le bateau, ce qui dépendra du type de bois choisi, de la cargaison que l'on mettra dedans, etc. Il y a beaucoup de recherches à faire. Cheryl m'a donné des informations de départ. Grosso modo, le bas-relief, plus des croquis qu'elle a tirés d'un vrai bateau, le bateau de Dashur. J'ai donc rentré ces informations dans l'ordinateur et j'ai regardé la stabilité. Elle était insuffisante. Le principal problème, c'est que le bord du pont n'est pas assez haut. Donc, avec un angle de gîte même assez faible, l'eau envahit le pont. Voici la forme originale de la coque qui ressemble beaucoup à celle du bateau de Dashur. C'est ce qu'on voit ici en rose. Ce que nous avons fait, c'est augmenter la hauteur du pont. Ça semble peu, mais en fait, ça améliore la stabilité de façon conséquente. Je me suis dit qu'on pourrait mettre du sable ou autre chose au fond de la coque. Ça servira comme ballast et aussi à répartir les charges. Des sacs de sable, par exemple? Ouais, quelque chose comme ça. C'est une chose à laquelle on peut réfléchir. Je pense que ça pourrait être un moyen efficace et économique de régler le problème en abaissant le centre de gravité. Je pense que les Égyptiens auraient tout à fait pu faire quelque chose comme ça. C'est le fichier de Pat? Oui, c'est celui qu'on a reçu. Mais j'ai vu qu'il n'y a pas de quille. Elle est dans un fichier à part? Grâce aux vestiges de l'Antiquité et avec les moyens du XXIe siècle, le puzzle de la flotte d'Hatshepsut se reconstitue. C'est dans un laboratoire de modélisation en Floride que le bateau prend corps pour la première fois. Après plusieurs semaines de recherche, l'archéologue égyptien Mohamed Abdel Maguid a trouvé sur les rives du Nil, à 1 heure d'Alexandrie, une famille d'artisans capables de mener à bien l'ambitieux projet. La construction de bateaux est ici une affaire de famille. Le plus âgé des ouvriers, Mossad, est certainement celui qui connaît le mieux les gestes des anciens. Yosri, lui, travaille habituellement sur des bateaux de pêche. Leurs 3 frères, Marouz, Hassan et Hamdi, les rejoignent vite. L'étude des vents et courants dominants de la mer Rouge montre en effet que de juin à septembre, les courants et les vents portent vers le sud et favorisent le départ des bateaux. Alors qu'avec la venue de l'automne, les vents et les courants s'inversent et empêchent tout départ. Comme les marins du passé, les archéologues doivent se soumettre au régime des vents de la mer Rouge. Il leur reste 10 mois pour construire le bateau avant de prendre la mer vers le sud. La découpe des premières pièces de la quille est donc à peine entamée que le compte à rebours est enclenché. L'échéance semble bien courte pour les artisans qui redécouvrent et s'approprient les gestes du passé. 10 mois suffiront-ils? Les pièces de la quille sont prêtes à être assemblées.
En Égypte, c'est un moment important que les chantiers navals célèbrent par une cérémonie très simple. On commence toujours la construction d'un bateau par la mise en place de la quille. C'est très émouvant pour moi de voir la précision avec laquelle ces ouvriers travaillent et utilisent en fait des outils tout simples. Des leviers, des cales, un fil à plomb. Que ça se passe en Égypte, le pays où il y a le plus vieux bateau en bois au monde, ça a vraiment du sens. Ce que j'apprécie vraiment, c'est d'assister à la mise en place du chantier et de voir à quel point tout le monde se concentre sur un seul ouvrage. C'est admirable. Ils savent tous ce qu'ils font. Regardez, encore une troisième pièce. C'est vraiment fantastique. Cheryl et Tom ont dû quitter le chantier et laisser la responsabilité des opérations à Mohamed. L'archéologue égyptien, coordinateur de la construction, va transmettre des photos et ses observations pendant toute la durée du travail. Il devient le troisième pilier de l'équipe scientifique. Trois mois passent ainsi. La température qui règne avoisine maintenant les 40 degrés. Le travail avance moins rapidement. Je tiens un journal pour suivre l'avancement du travail. Ça m'aide à me souvenir de tout ce que je fais. Je l'écris surtout le matin car il fait tellement chaud le reste du temps que si vous rentrez à votre hôtel, vous avez tout oublié. Les planches trouvées à Mersaga Oasis ont révélé que les Égyptiens de l'Antiquité n'utilisaient ni clous ni métal et assemblaient leurs pièces de bois selon un système complexe de tenons et mortaises que les ouvriers du chantier essaient de reproduire. Mais au fur et à mesure du travail, la forme des planches, incurvées aussi bien sur la longueur que sur la largeur, complique leur tâche. Les alignements de tenons et de mortaises réclament une précision de plus en plus minutieuse. Leur assemblage doit être parfait, car les archéologues pensent que le gonflement du bois dans l'eau assure seul l'étanchéité du navire. Cela fait maintenant 5 mois que le travail a commencé. Tous les membres de la famille ont rejoint le chantier, mais la coque n'a pas encore pris forme. Selon Mohamed, il est temps de changer de méthode. Les 6 premiers mois ont permis de comprendre les techniques anciennes. Continuer de cette façon n'amènerait que très peu de nouvelles informations et risquerait de mettre en péril le projet tout entier.
Après concertation avec Cheryl et Tom, il prend la décision de céder de machine. La flotte du pharaon attendait son capitaine. Hatshepsut choisit Néhésie, un valeureux soldat qui avait servi son père dans le passé. En acceptant cette mission, Néhésie savait qu'il se lançait dans l'inconnu. Seuls les dieux seraient maîtres de son destin. Pour s'arranger leur bonne grâce, il fit graver sur les encres de pierre plusieurs cartouches de protection divine. Trois millénaires plus tard, le skipper David Vann a été désigné pour voguer dans le sillage de Néhésie. Avant de se lancer sur la mer Rouge, le capitaine vient découvrir son futur bateau. Je n'ai jamais navigué sur quelque chose comme ça. Ce type de bateau était utilisé il y a 4000 ans. Mais quand on le compare au bateau d'aujourd'hui, le terme employé devrait être un fer à repasser. Il est énorme, lourd, encombrant et doit avoir beaucoup de mal à se déplacer sur l'eau. Par contre, ça m'inquiète un peu. J'ai eu une fissure toute fine une fois sur un de mes bateaux. Et j'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelait A Mile Down, parce qu'il a fini par couler à 5000 pieds. C'était un bateau en acier de 27 mètres, très solide, mais qui a quand même coulé à cause d'une simple fissure. Celles-ci sont importantes. On m'a rassuré en m'expliquant qu'elles étaient normales dans un bateau en bois, qu'elles apparaissaient quand le bois séchait, mais que c'était normal. Je ne sais pas. Les fissures de quelques millimètres vont-elles disparaître une fois la coque mise à l'eau? Le bois gonflera-t-il suffisamment pour boucher ces interstices? L'étanchéité du bateau pose beaucoup de questions. Mais pour David, il y a d'autres motifs d'inquiétude. Il doit aussi se préoccuper du gréement. Les bas-reliefs de Deir el-Bahri montrent un gréement très sophistiqué. Des dizaines de cordages s'entrecroisent. Des nœuds complexes maintiennent la voile attachée sur des vergues. Comprendre la façon dont le cordage est enroulé autour du mât est un véritable casse-tête. Aucune autre reproduction n'existe de ces navires. Le seul espoir serait que les techniques ancestrales, enfouies dans notre mémoire, aient pu traverser les âges. La première chose que j'ai remarquée en voyant ces bateaux à Borrolos, c'est la façon dont le mât est fixé. Et d'un coup, j'ai compris la fonction exacte de ce cordage. Cette petite corde entortillée que je voyais sur le bas-relief du temple. Je pense qu'elle maintient le mât vers l'arrière. Oui, j'en vois là-bas. Cette corde enroulée, elle doit certainement servir à ça. Lors d'un précédent voyage, Cheryl a remarqué d'étranges voiliers sur un lac près d'Alexandrie, le lac de Borrolos. Ces voiliers plats portent un mât court et une voile immense. La fixation du mât à la coque avait éveillé l'intérêt de l'archéologue.
Un gigantesque nœud composé de plusieurs cordes rappelle en effet les cordages observés sur le bas-relief de Der El Bahri. Pour moi, c'est vraiment étonnant. C'est encore un de ces moments où vous avez l'impression de toucher le passé. Les gens utilisent toujours les mêmes forces, les mêmes techniques. Seuls les matériaux sont un peu différents. Voilà, ici on a le mât et 2 morceaux de chaque côté, et on a la corde enroulée au milieu qui empêche le bois de casser. Comme ça, on a un point solide pour attacher les cordes. 9 mois. Dans un mois, le navire doit quitter le chantier en direction de la mer Rouge. Marouz et les ouvriers du chantier jettent leur dernière force dans les finitions du bateau. C'est un cadeau du ciel pour nous. Nous sommes fiers d'avoir construit ce bateau et de l'avoir mis à l'eau. Personne n'avait jamais rêvé de faire quelque chose comme ça. Quelques minutes seulement après le lancement du navire, l'eau s'infiltre dans les moindres interstices de la coque. Selon les archéologues, le bois doit se gorger d'eau et se mettre à gonfler. D'après leurs pronostics, 15 jours seront nécessaires pour que la coque se dilate au maximum et devienne étanche. Tu ne m'avais pas dit que le bateau ne prendrait pas l'eau? Mais non, j'ai jamais dit ça. C'est normal, il va prendre l'eau, et beaucoup même. Deux semaines ont passé depuis la mise à l'eau du voilier. Après 12 heures de pompage, la coque est enfin vide et Mohamed quitte le bateau. Est-il désormais étanche? On a un problème. Là, au début, c'était très bien parti. La construction, le choix du chantier, l'efficacité du travail, la durée du travail. Il y avait un rapport qualité-vitesse qui était très bien. Mais maintenant, on ne s'est pas planté. C'est connu, c'est dans tous les bateaux, même pas égyptiens, le bateau égyptien ancien, gréco-romain aussi. Jusqu'à maintenant, le bois gonfle. Est-ce que vous avez pensé que les archéologues étaient fous de ne pas avoir réagi alors qu'ils étaient au courant du problème? Vas-y Marouz, je te laisse répondre. Je te laisse répondre, c'est toi le spécialiste.
Comment trouver une solution qui soit acceptable pour les archéologues et compatible avec les connaissances des hommes de l'Égypte ancienne? C'est sur le chantier que Mohamed et Tom vont trouver une réponse à leurs problèmes. C'est du lin alors. Je me demande ce que ça ferait si on en mettait entre nos planches. Ici, depuis des centaines d'années, les hommes introduisent des fibres végétales dans les interstices des planches pour en assurer l'étanchéité. Et dans les temps anciens, d'autres peuples de navigateurs, comme les Grecs, se servaient de cire d'abeille pour étanchéifier leurs bateaux. Alors, pourquoi ne pas l'employer? Sans alternative et sans autre preuve archéologique, cette décision s'impose. Après 10 mois de construction, les derniers travaux sur le voilier s'achèvent. 2 gouvernails sont taillés dans de grosses pièces de bois. Des voiles de coton d'une quinzaine de mètres de large sont tissées. Tous les ouvriers de la ville se sont mobilisés. Dans les rues, une dizaine d'hommes s'activent à la fabrication des cordes. À partir de brins de chanvre, ils tressent plusieurs kilomètres de cordage de différentes épaisseurs. Est-ce que c'est comme ça que vous travaillez habituellement les cordes? Ouais, on fait ça depuis au moins 500 ans. Ouais, au moins. C'est-à-dire presque depuis l'époque des pharaons, quoi. Dans une semaine, le navire doit quitter le chantier. Et ce seront désormais les marins qui en prendront la responsabilité. Sayed, Nader, Ragab, Ayman et Ashraf, que Cheryl et David ont rencontrés sur le lac de Borolos, ont accepté de conduire le bateau le long des côtes de la mer Rouge. Aujourd'hui, ils sont venus pour s'occuper du gréement et dresser le mât, une tâche que les archéologues redoutent. والحته الشياله بقى اللي بشتغل فيها دي حته الشياله ماشي الجن اقوى من 100 نفر احنا لو جبنا الانصار يا جماعه بس اهم حاجه الجن مش هيجينا في الشياله اللي قدام الله ينور صوت بقى صوت الصاري اكبر على عندك اكبر الله اكبر عشان يسقط هنا هنا حب النبوب هنا اوعى ايدك اوعى ايدك يالا ارفع يالا ارفع يالا ارفع يالا يا لله يا لله يلا حب النبي نازل ماشي على اسمع اليد صلي على النبي ايوه واحد يلا واحد
عقبال المشي بقى. Now it's yours. Beautiful. Now it's yours. الحبل اللي قدام ده نشده عليه وانت. I'm really amazed. Je suis vraiment épaté d'en être arrivé là, de voir enfin le mât monter. On a attendu, tout organisé, et enfin le voilà. Là, je suis impatient de continuer. Pourquoi faut-il s'arrêter pour déjeuner? Il faut embarquer les ouvriers, s'occuper de toutes ces cordes et ranger tout ça. Je suis vraiment impatient de m'y remettre. Pour moi-même, bon, je sens la fin de la première partie de l'aventure. C'est pour cela que j'ai dit à David, maintenant c'est à toi. J'ai fini ma tâche. Et voilà, prends ton bateau. Mais voilà, ça fait quand même, ça fait quelque chose. La réplique du navire d'Hatshepsut est enfin prête. Avant de quitter le chantier naval, elle est baptisée Min, en hommage au dieu de la fertilité du panthéon égyptien. Dans les archives du royaume d'Égypte se trouve un papyrus dans lequel on peut lire qu'un chancelier nommé Hénou avait entrepris un voyage vers le Punt 400 ans avant Hatshepsut. Le pharaon, son chancelier Senmout et son capitaine Néhési connaissaient certainement l'existence de ce périple. D'après ce récit, Hénou serait parti des bords du Nil. Il aurait traversé le désert, emmenant avec lui ses 3000 hommes et toutes les pièces de sa flotte démontée, avant d'atteindre le rivage de la mer Rouge et de se lancer à la conquête des terres lointaines et merveilleuses du Punt. Mais si le papyrus laissé par Hénou relate les péripéties de son voyage, il ne révèle pas l'endroit où se trouvait le Punt. Certains archéologues le voient en Afrique, vers le Soudan actuel, en Somalie ou en Érythrée. D'autres, au contraire, l'imaginent sur l'autre rive de la mer Rouge, au Yémen, ou dans la péninsule arabique. Les navires d'Hatshepsut pouvaient-ils atteindre toutes ces destinations? Pour démarrer leur voyage, Cheryl et David ont choisi de partir du port de Safaga. Situé à quelques kilomètres au nord des fouilles de Mersaga Oasis, c'est le point de départ le plus proche de celui des navires antiques. Ce bateau a besoin d'une grande quantité de ballast. Il en faut 11 tonnes. Pour l'instant, on en est à 9 tonnes avec le sable et les graviers, mais on espère s'approcher des 11 tonnes en rajoutant du bois. Ça va nous permettre d'atteindre la ligne de flottaison. C'est très important car ça garantit la stabilité du bateau quand on navigue. Et ça nous empêche de chavirer et de couler. Donc, c'est très important. On se prépare pour partir. Pendant les essais, Min sera accompagné d'un bateau assistance qui le prendra en charge jusqu'au milieu de la baie. La rencontre des deux capitaines permet à David de mesurer le défi qui l'attend. S'il nous lâche ici, on va être trop près de la côte et c'est mauvais. Il faut qu'il nous dépose là-bas. Donc c'est là ou là.
Le problème avec le bateau assistance, c'est qu'il n'a aucun instrument de navigation. Pas de GPS, donc ils ne savent pas où ils sont. Pas de compas, donc ils ne connaissent pas leur direction ni la direction du vent. Ils n'ont pas de speedomètre, donc ils ne peuvent pas savoir à quelle vitesse ils naviguent. Et ils n'ont pas de radio, donc on ne peut pas communiquer d'un bateau à l'autre. L'autre problème, c'est qu'ils ne peuvent pas me donner d'informations en avance. Ils ne savent pas me montrer notre emplacement pour la nuit sur une carte. Ils connaissent le nom, à peu près la distance, mais ne peuvent pas me le montrer sur la carte car ils n'en utilisent pas. Je navigue donc en aveugle pour ce voyage. Être aveugle et retrouver les conditions de voyage des anciens. Pendant l'Antiquité, les manœuvres de départ ou de mouillage se faisaient à l'aviron. C'est donc par là que l'équipage de mine commence. Then go to down. Okay, and the back to back. Okay. Okay. Hey là. Oh. 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 Nous étions à 2 nœuds et demi. C'est pas mal du tout. Je ne m'y attendais vraiment pas. Prochain arrêt, Hawaï. Nous n'avons plus aucune limite. Hey là. Oh. There we go. Hey là. Oh. Good. Yes. Hey là. Oh. Hey là. Presque un an après le début de sa construction, Mine se prépare à tirer ses premiers bords. Ce qui semblait un pari insensé est devenu réalité. Le navire du bas-relief de Der El Bahri reprend vie 3500 ans après sa première expédition. Je veux d'abord naviguer dans le sens du vent pour voir à quelle vitesse on va. Ensuite, on changera un peu. Aujourd'hui, on essaie d'apprendre. Ça, c'est que j'ai fait au Sekibat. J'ai tenu dans la tête tout le temps de cette construction, de voir le bateau avec sa voile ouverte, gonflée par le vent. Je ne me doutais pas à quel point ce serait souple et facile de naviguer avec cette splendide voile antique. C'est vraiment génial. Les archéologues ont reproduit le plus fidèlement possible l'appareillage voile-mât-vergue observé sur le bas-relief de Der El Bahri. Mais sa manœuvre semble très compliquée. Quand vous regardez la voile, on dirait qu'il y a énormément de cordages dans tous les sens. Ça a l'air très compliqué. Mais les 16 cordes du dessous et les 6 du dessus, on n'y touche jamais. Donc le gréement est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Nous n'utilisons que 4 cordes pour hisser la voile et 2 pour l'orienter sur les côtés. Et il y en a 2 autres qui ne servent pas vraiment, c'est tout. Au final, c'est plus simple qu'il n'y paraît.
En fait, quand on a retendu la voile, ça a fendu en deux la vergue supérieure qui est constituée de 2 pièces de bois. C'était pas assez solide. Le bois a craqué juste là, donc on a dû redescendre la voile. Les premiers jours laissaient penser que la navigation de Min serait facile. La rupture de la vergue supérieure vient rappeler à chacun qu'un tel bateau n'a plus navigué depuis des millénaires, que certaines pièces ont peut-être été mal dessinées et que face à la force des éléments, l'embarcation sera peut-être trop fragile pour affronter la mer du grand large. Là, tout va bien. Par contre, ici, il faut rajouter du cordage. Pour l'équipage de Min, cet incident est plus qu'un contretemps. Il donne la mesure du projet et on fixe son ambition. La fin des essais en baie de Safaga est consacrée à la vérification de toutes les pièces du bateau. Après une semaine de tests, Min est prêt à prendre le large. Quelques jours avant le début de l'expédition, Hatshepsut avait fait préparer par les prêtres du temple une statue qui la représentait avec le dieu Amon. Elle serait offerte par le capitaine de l'expédition en gage d'amitié aux habitants du pays de Punt. Une cérémonie célébrée par les prêtres du temple devait lui donner vie avant qu'elle ne soit embarquée sur l'un des navires. Le pharaon savait que malgré la bénédiction des dieux, son voyage serait une aventure à haut risque. La dernière expédition datait d'il y a 4 siècles. Les messagers d'Hatshepsut lui annoncèrent que la flotte était fin prête et n'attendait plus que son signal. Les vents soufflaient dans la bonne direction. Le pharaon donna l'ordre du départ. « 3500 ans plus tard, Min quitte à son tour le rivage égyptien, cap au sud. Le bateau sera-t-il capable d'affronter les vents forts, de lutter contre les courants ou la houle de la mer Rouge, tirer des bords, naviguer contre le vent, retrouver la route que la flotte d'Hatshepsut a empruntée et atteindre ainsi le pays de Punt. Six, 3, 6, 6, 2, 6. Here we are. Here we go. Look, we're rising up. Look at David in the bow. Bien avant Min, les marins d'Hatshepsut ont eux aussi navigué vers l'inconnu et cherché leur route sur ces flots. Pour David, il s'agit de retrouver l'acuité du regard de ces navigateurs de l'Antiquité. Sans carte et sans instrument pour se repérer, il devait se fier aux étoiles. Le mouvement de la Lune et du Soleil devait leur servir de boussole. Et c'est sans doute grâce à leur sens de l'observation qu'ils évaluaient à quelle distance se trouvait le rivage.
Le bateau marche vraiment bien maintenant. On surfe jusqu'à 7, 8 nœuds sur la houle. Le vent nous pousse, ça avance vraiment bien. Le voyage de Min résonne comme un écho lointain au périple des navires d'Hatshepsut. Au soleil couchant, la flotte de Néhésie devait baisser les voiles et revenir vers le rivage pour se reposer, repérer sa position et trouver de l'eau. Chasser peut-être. Ce soir, Min s'apprête à mouiller dans une baie abritée. Face à la nuit, comment ne pas penser aux marins d'Hatshepsut? Sous le même ciel, bercés par la même houle, ils ont sans doute conçu les mêmes espérances pour leur voyage. Un temps clément, un vent portant et une mer calme. On n'a pas beaucoup dormi cette nuit parce que Min bougeait pas mal et il y avait du vent. Aujourd'hui, il y a trop de vent pour utiliser la grande voile. Ça souffle à environ 20 nœuds, ce qui est beaucoup trop pour la voile de Min. Donc, on va en mettre une autre, plus petite. Ça va aussi être assez dur pour les gouvernails, il y a de grosses vagues. C'est pas de chance, car nous n'avons navigué que quelques jours sur ce bateau. Ce serait bien que les conditions climatiques s'améliorent. Bon, on verra. Anticipant la situation, David et Cheryl ont fait préparer une seconde voile dont la surface plus petite doit permettre de naviguer par grand vent. C'est pourtant avec une certaine appréhension que l'équipage prend ce matin la mer. Min sera-t-il aujourd'hui capable d'affronter le vent et la houle? Une partie de la réussite du projet repose sur sa capacité à affronter ces conditions. On a eu des vagues de près de 2 mètres. Ce n'est pas si terrible, mais on en a eu des belles, et certaines arrivaient en série de 2 ou 3 et nous ont un peu bousculés. Du coup, notre balustrade s'est retrouvée sous l'eau à tribord et de l'eau est passée par-dessus bord à bâbord. C'était assez excitant. Le bateau a bien tenu le coup. Il tangue énormément comme un fer à repasser, mais c'est normal avec une forme pareille. Je suis surtout étonné de ne pas être malade. À la fin de la journée, seuls des craquements à l'arrière du bateau montrent que Min a rencontré des conditions de navigation difficiles. Quelques vagues ont bien sûr menacé l'équilibre du bateau, mais Min a pu gagner l'endroit prévu pour le bivouac. Pour l'équipage, c'est un premier succès. Quand nous sommes rentrés au port ce soir, à un moment c'était très tentant. Le second m'a dit, tu sais, on pourrait juste allumer les feux de route et s'en aller. On pourrait naviguer très loin. Où se trouve le Punt? Pour répondre à cette question,
Cheryl et Tom ont besoin de savoir de quoi Min est capable. Peut-il, par exemple, jouer avec les vents et les courants pour atteindre la rive opposée de la mer Rouge et aller au Yémen? Ou est-il condamné à naviguer plein vent arrière dans le sens du vent, ce qui le maintiendrait sur la rive de départ et placerait le Punt dans la région actuelle du Soudan? Sur les bateaux modernes, c'est le gouvernail et l'action conjointe de la voile qui permet à l'équipage de changer de direction. Pour Min, l'affaire est plus complexe car sa quille est peu profonde. Il va donc falloir déterminer si en gonflant ou en aplatissant la voile, et en l'orientant différemment par rapport à la coque, il est possible de modifier sa destination. Une nouvelle série de tests s'organise. Après plusieurs jours d'essais et de réglages, Min ne se contente plus de se laisser porter par la brise. Il louvoie, pointe son étrave vers le large avant de retourner vers la côte. Et sa constante progression, malgré les variations du vent, démontre que les Égyptiens de l'Antiquité pouvaient aller aussi bien au Soudan qu'au Yémen. Hatshepsut attendait avec anxiété le retour de Néhésie. Les récits des navigations passées étaient porteurs d'inquiétude. Les 5 bateaux avaient pris le large depuis plus d'1 mois. Et comme l'avait prédit Néhésie, elle serait encore sans nouvelles durant de longues semaines. Parviendrait-il à trouver le pays des dieux et à revenir sain et sauf? Chapchara, Chabgye, Mangrove Bay, Shamshuna, des étapes se succèdent. Le vent fort qui a soufflé plusieurs jours de suite a fini par disparaître, laissant place à une forte houle qui met au défi le bateau et son équipage. Très vite pourtant, les frayeurs s'évanouissent et le voyage se poursuit. Jour après jour, les marins de Min éprouvent leur bateau. Ils réinventent les gestes des navigateurs de l'Antiquité et retrouvent les réflexes du passé, comme s'ils avaient le pouvoir de remonter le temps. Ce travail, c'est quelque chose d'enfoui dans notre mémoire. Tout ce que vous voyez là, ce mode de travail des anciens, c'est notre vie. C'est comme une histoire d'amitié. Pour nous, le faire de cette façon, c'est être fidèle à la tradition. Je dois travailler avec la voile et les cordes avec sincérité. Sinon, dès que le vent va souffler, il va tout emporter. Toutes ces choses sur ce bateau font partie de moi. Comme mes habits. Je dois en prendre soin.
Après plusieurs mois de navigation, les 5 navires du pharaon Hatshepsut accédaient enfin au rivage des terres lointaines et mystérieuses du Punt, le pays des dieux. À leur arrivée, Néhésie et ses officiers présentèrent les cadeaux du pharaon Hatshepsut au seigneur Paréou, le roi de Punt, et à la reine obèse Iti, accompagnée de sa fille. Quelques semaines, quelques mois passèrent à collecter les marchandises et à attendre les vents et les courants du sud qui favoriseraient leur retour. Pour l'équipage de mine, l'aventure scientifique se termine. C'est au port de Marsa Alam, au nord, que les archéologues et les marins doivent se quitter. Mais le vent qui souffle de face, comme les jours précédents, empêche le voilier de progresser et impose le remorquage. Les Égyptiens de l'Antiquité n'auraient jamais pris la mer par un temps pareil. Là, on essaie de regagner le port de la façon la plus sûre, en espérant que les gouvernails ne vont pas céder. C'est l'accomplissement en fait du travail et en même temps c'est un rêve. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui ont construit des répliques et c'était un moment inoubliable. Et donc je suis satisfait et je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire après. Ça fait longtemps que je pense à ce bateau, que je travaille dans ce bateau, je touche toujours le bois. Et voilà, c'est le dernier jour. Il faut penser à autre chose. Après avoir navigué le long de cette côte, surtout avec les montagnes d'un côté et le large de l'autre, quand on entend seulement le vent, que tout est calme, on se sent très proche de ces marins de l'Antiquité. Ils connaissaient bien mieux ce monde que moi. Ils pouvaient s'arrêter quand il le fallait. Ils savaient aussi exactement où ils allaient, ce qu'ils allaient y trouver, et pourtant, c'était quand même une aventure gigantesque. Le fait de refaire ne serait-ce qu'une toute petite partie de ce voyage, sans même aller jusqu'au pays de Punt, nous permet de vraiment apprécier l'ingéniosité, la créativité, l'intelligence et le talent de ces artisans marins, nos prédécesseurs. C'est une grande expérience d'humilité. Au retour des navires d'Hatshepsut, la population s'était précipitée sur la rive pour contempler les bateaux chargés de richesses extraordinaires et inconnues. Le défilé était impressionnant. Les bois rares, les anneaux d'or et d'électrum, les pierres semi-précieuses, les ivoires, les peaux de félins et les plumes d'autruche se mêlaient aux girafes, panthères et guépards vivants. Le plus inestimable du butin fut les 31 arbres à encens encore vivaces et les montagnes de résine odoriférante que Néhésie avait rapportées du Punt.
Je t'ai donné Punt tout entier, la plus lointaine des terres divines. Je les ai conduits pour ouvrir les routes mystérieuses. Ils sont maintenant revenus en paix. Et ils apportent de grandes merveilles. Hatshepsut était comblée. La réussite de son périple allait lui conférer un pouvoir qui lui permettrait de gouverner plus de 20 ans. Jusqu'à ce que le petit pharaon Thoutmôsis III, devenu grand, puisse assumer seul la fonction royale. Victime de persécutions et rayée de la liste des pharaons, Hatshepsut aurait dû disparaître à jamais de l'histoire de l'Égypte. Aurait-elle pu imaginer que 3500 ans après sa mort, des hommes du XXIe siècle tenteraient de revivre son incroyable voyage et la feraient miraculeusement échapper à l'oubli?